Bonsoir chers fidèles, voici venue la causerie littéraire de la rentrée, celle qui va essayer de nous faire oublier un instant le tragique de notre quotidien et celle qui va nous rappeler que la merveilleuse poésie existe et qu'on n'en parle pas assez sur cette chaîne. Celle donc qui va nous faire rencontrer un de ces êtres fins, subtils et par là même rares, j'entends ici le poète, j'entends ici Pierre Maubé. Pierre, si ta bio-bibliographie ne donne finalement pas d'autres informations sur toi que ton année de naissance, 1962, c'est pour mieux mettre en avant ta présence et ton implication dans le monde de la poésie. Tu as participé à de nombreuses revues littéraires ainsi qu'à des anthologies. Tu as fait partie de comités de rédaction et tu as à ce jour publié plus de 15 recueils, dont 3 cette année. Ta poésie est une poésie de l'impermanence et de l'intranquillité qui évoque tour à tour la douce précarité de l'instant et de l'amour, le recours fréquent mais illusoire à la mémoire qui fixe maladroitement le temps déjà perdu et la peur perpétuelle violente de la mort. Comme tu le sais, j'ai pour habitude de structurer mes causeries en 3 parties. Ainsi, nous échangerons sur 3 thématiques en particulier. D'abord, ce que j'ai intitulé Naissance d'un poète, puis ensuite Variations autour d'un même thème, et enfin Un tout petit monde. Bonsoir Pierre Maubé. Bonsoir Hécate. Bonsoir. Alors, Bonsoir à toutes je et tous. commence par dire bonjour à ceux qui sont présents et qui sont mes fidèles, c'est-à-dire Crou, c'est-à-dire Mika, c'est-à-dire Mamat, c'est-à-dire Baja, qui sont déjà là et qui, évidemment, sont tout à fait impatientes d'échanger avec toi. Alors, pour notre première partie, Naissance d'un poète, je te poserai en fait la question la plus difficile de la soirée. Est-ce qu'on est poète ou est-ce qu'on le devient ? Je crois que l'on est, que certains naissent avec un appétit de langage, une fascination pour les mots. S'ils se laissent aller à cette faim, car il s'agit de famine, eh bien ils sombrent dans la poésie. J'en ai bien peur. Ah. Donc, et à mesure de cette prise de conscience et de leur lecture, ils se forgent peu à peu un instrument qui va évoluer, mais qui fait d'eux un poète. C'est-à-dire qu'il y a un état initial et ensuite il y a une sorte d'évolution, voire de conquête. Bon, et donc toi, tu n'es pas devenu poète, tu es né poète, c'est ça ? Ce que je voulais dire, c'est que moi et tous ceux qui commettent des poèmes sont nés avec un besoin initial et que certains d'entre eux, dont moi, j'en ai bien peur, ont essayé de concrétiser par un voyage à travers les écritures des autres, car écrire des poèmes, c'est d'abord et avant tout, d'autres l'ont dit, lire des poèmes et non pas s'en inspirer, mais se situer parmi toutes ces voix-là, hier, aujourd'hui. Je ne t'ai pas donné les questions à l'avance et pourtant tu anticipes déjà la prochaine question. On sait que lecture et écriture sont inextricables. Et justement, dans la construction de ton devenir poète, quels sont les poètes ? Alors c'est une grande question là aussi. Quels sont les poètes, les recueils et les textes qui ont structuré ton univers et ton imaginaire ? Parler des poètes d'hier, bien évidemment, comme tout le monde, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, bien sûr, Hugo est au centre. Il y a un poète qui a beaucoup compté pour moi et qui, je pense qu'il est assez méconnu, c'est Aloysius Bertrand. L'auteur de Gaspard de la Nuit. Baudelaire lui rend hommage dans sa préface ou sa lettre préface à ses petits poèmes en prose.
mais il me semble qu'aujourd'hui, il devrait être davantage lu. Pour les poètes du XXe siècle, d'abord et avant tout, Reverdy. Hmm. Pierre Pierre Reverdy. Reverdy. Hmm. Également Michaud, également un certain Claudel, qui à mon avis victime bien des malentendus, Jouve, Pierre-Jean Jouve, et ensuite Oh bah Pierre-Jean Jouve, ouais, c'est drôle, ouais, on a vraiment les mêmes lectures. Tu vois, c'est ce qu'on disait hier soir, ouais, c'est incroyable. Ouais. Et Oscar ensuite, attends, je Wilde. t'ai coupé, vas-y. Avec ta permission, je Oui. vais m'abreuver un petit peu. Abreuve-toi. Donc Pierre-Jean Jouve, Reverdy, oui, bien sûr. Euh, Bonne foi, bien Pierre, évidemment. bonne fois. Pour me rapprocher des poètes plus récents, je dirais Thierry Metz. Bien sûr. Voilà, qui est réédité enfin, édité, enfin, ses poèmes principaux sont repris dans la collection Poésie Gallimard et j'invite tout le monde à se ruer dessus. C'est une voix remarquable. Il y a une poète, je n'utilise jamais le mot poétesse, qui m'a énormément marqué, à ce point que j'ai voulu un petit peu participer à la faire connaître, Béatrice Douvre, qui, bon, on va évacuer la biographie pour ne pas se focaliser dessus, souffrait d'anorexie et décédé très jeune, mais surtout étant très marqué par Rimbaud, d'une part Yves Bonnefoy, d'autre part, a porté sa parole à un point d'incandescence rare. Voilà, j'aurais des dizaines d'autres noms à citer, je vais peut-être m'arrêter là. Non, c'est très bien. Alors ma question maintenant par rapport à ce que tu viens par rapport à ces auteurs qui ont forgé ton univers, ton imaginaire poétique, etc. Alors je dis bonjour à l'artisan meurtrier qui vient d'arriver, à Projet MNK qui vient d'arriver. Merci d'être toujours là pour ces causeries. Ma question c'est, tu vois, tu cites alors Nerval, Baudelaire, Rimbaud, etc. Mais j'imagine qu'ils ne sont pas tous arrivés à la même période de ta vie de poète. Comment on construit ça, tu vois, cette bibliothèque mentale? Moi, j'ai une grande passion pour un chercheur en littérature que tu connais sans doute et qui s'appelle William Marx, qui maintenant officie et qui est donc professeur des universités et qui est spécialisé en littérature comparée et qui officie maintenant au Collège de France. Et il développe une notion que j'aime énormément qui est celle de bibliothèque mentale et qui explique que la bibliothèque mentale voilà, se construit au fur et à mesure de sa vie de lecteur. Et si on reprend là tous les auteurs que tu m'as cités, est-ce que tu les as cités dans un ordre, alors visiblement tu les as cités dans un ordre chronologique, hein, c'est-à-dire que tu vas commencer par le 19e, ensuite le début du 20e, le milieu du 20e et la fin du 20e. Est-ce que tu en gardes trois qui seraient trois fondateurs? C'est-à-dire ceux qui sont un tremplin pour tes premiers pas en écriture. Alors, je tiens tout d'abord à rajouter ce que j'ai royalement oublié, ce qui précède le XIXe siècle, les poètes baroques, particulièrement Jean de Sponde, Agrippa d'Aubigné, un immense poète, d'une force, d'une vigueur et densité qui m'ont toujours bouleversé, j'y reviens régulièrement. Théophile de Viau, je dirais, ainsi que j'y reviens de temps à autre, un poète qui est victime d'un malentendu, c'est La Fontaine, Jean de La Fontaine, réduit à l'image d'un poète enfantin. Alors, demandez-le à son grand spécialiste Yves Le Pestipon, et il vous dira que c'est une merveille de fluidité, de variété, non pas de virtuosité, mais d'aisance dans le vers. Donc, La Fontaine, comme les contes Galam, par exemple, des choses de ce genre-là, enfin, non seulement non limitées aux fables. Donc, tu me disais les trois principaux? Ceux qui ont
Ceux qui ont presque précédé l'écriture, tu vois, ceux qui t'ont servi de Oui, tremplin, ceux qui t'ont permis de te dire, ok, bah voilà, je les lis et finalement j'ai envie de devenir poète, ou j'ai envie d'écrire de la poésie, j'ai envie d'écrire de la poésie, c'est venu très très progressivement. progressivement. Au début, ça a été j'ai envie d'écrire un poème par-ci ou par-là, un par mois, un par semaine, et puis c'est devenu un par jour, et puis c'est une prise de conscience. Mon Dieu, j'écris des Mhm. poèmes régulièrement, Mhm. et lorsque je n'en écris pas, ça me manque. Mais quelle horreur! Serais-je un poète? Mhm. Serais-je comme quelqu'un qui a besoin de poésie régulièrement? Alors, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience à partir de poètes en particulier? Non, mais tu peux répondre, pas forcément, hein. La trilogie, Mhm. Mhm. pardon? Tu peux répondre, La pas trilogie, forcément. Mhm. la trilogie Sarfé, et je pense que presque tout le monde pourrait dire la même chose. Baudelaire, Rimbaud, Mhm. Apollinaire. Mhm. J'ai découvert la poésie et les poètes à l'école, au collège et au lycée. On n'en disait pas du tout autour de moi. Et voilà, en quatrième, en troisième, en seconde, préparer le bac, on s'est mis, enfin, on nous a demandé, moi et mes camarades, de lire ces choses bizarres que sont les fleurs du mal, etc., etc., alcool. Euh, et j'ai toujours été attiré par des poèmes moins connus. Par exemple, Rimbaud, il fallait connaître le sonnet des voyelles, le bateau-ivre, les chercheuses de poux. Bien, bravo, mais j'ai été immédiatement aux illuminations. Immédiatement, c'est-à-dire que ma première lecture a été suivie d'une infinité de relectures. De même pour Baudelaire, euh, le spleen de Paris, les petits poèmes en prose, bien que considérés scolairement comme un peu moins importants que les Fleurs du Mal, m'ont immédiatement attiré. Mais pas du tout par opposition au programme scolaire, etc. Je me borne à constater les choses. Pour Apollinaire, alcool bien sûr, mais les poèmes Zalou, Mhm. mais le guetteur mélancolique, mais Idilia, etc. Et les poètes dits mineurs m'ont toujours fasciné très tôt. Germaine Nouveau, Mhm. euh, Tristan Corbière, Lautréamont, bien sûr, mais Laforgue, Jules Laforgue, et pour le coup, là, on est hors programme. On est hors programme, mais alors il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que tu dis. D'abord le fait que ce soit l'école, hein, j'ai envie de dire qui j'ai envie de dire oblige à la lecture et en même temps ensuite sert de tremplin. Alors c'est quelque chose qui m'interpelle parce que donc c'est ma 16e ou 17e causerie, hein, comme je te le disais hier et tout à l'heure. Et en fait, tous les invités que j'ai eus m'ont tous dit, en fait, ben, j'ai commencé à écrire grâce à un professeur, grâce à un texte qu'on m'a encouragé à lire à l'école, etc. Donc ça veut bien dire quand même que ça a son petit effet sur, alors peut-être pas des carrières, le mot est peut-être un petit peu galvaudé, hein, mais en tout cas sur des vocations. La deuxième chose qui m'interpelle, c'est que quand tu parles de Baudelaire, de Nerval, de Laforgue et de Lautréamont, entre autres, hein, de Rimbaud, etc., c'est pas des poètes très joyeux. Tu vois ce que je veux dire? On reviendra tout à l'heure sur les thématiques et sur tes thématiques et sur tes obsessions et sur tes marottes et sur voilà, ce que en théorie littéraire on appelle les motifs qui animent ta poésie, mais quand même très tôt, si tu lis Laforgue, Baudelaire, etc., c'est que t'es pas... Enfin, comment dire, je vais pas dire que tu es quelqu'un de très heureux, mais en tout cas, tu es touché par la poésie de la mélancolie ou la poésie
Euh, je sais pas, est-ce que tu pourrais finir ma phrase que j'arrive pas à finir? Enfin, tu vois, je Eh trouve que bien, quand même je les... ce que... finirai Mm, mm, je finirai par une question. mm. Y a-t-il des poètes Heureux, joyeux? ouais. Y a-t-il des poètes qui chantent le bonheur de vivre? Il y Mm, a des poètes qui chantent l'ivresse de vivre mm, et et l'élan. Je pense à Whitman, Walt mm, Whitman avec ses feuilles mm, d'herbe. Je pense à Lorca avec le romancero. mm, Je pense à des poètes comme Claudel et son courant irrésistible, ou Saint-Jean Perse, ou Neruda. mm. Mais est-ce qu'on peut parler? On ne peut pas parler de gaieté en ce qui les concerne. On peut parler de joie au sens de à ivresse, Mm, accord avec le monde. mm, Mais enfin, ils sont rares. D'ailleurs, ceux que j'ai cités sont pour la plupart étrangers, mm. non francophones. Ouais, c'est drôle, Ce c'est serait vrai. Ouais, ouais. peut-être à creuser. À creuser. Bon. Cette espèce est-ce que, dans le cas de Whitman ou de Neruda, on peut parler de panthéisme? Mm, Est-ce qu'il y a une poésie panthéiste en France? Je ne vois que ce poète, c'est Hugo, c'est mm, Victor Hugo, c'est une satire, c'est ce que dit la bouffe d'ombre, mais je ne vois pas vraiment d'autres exemples. Claudel serait curieux si on disait de son œuvre qu'elle est panthéiste. mm, Euh, mais cela dit, il ne faut pas confondre joie et gaieté. mm. Euh, il y a des poètes qui chantent la joie, je n'en connais pas beaucoup, qui chantent la gaieté. Lorsque Musset essaie d'évoquer des moments gais, c'est presque sinistre. Mm, Il n'y croit pas mm, lui-même. Je crois que l'élégie et mm, la mélancolie mm. sont inséparables de l'expression poétique. Ouais, du genre poétique, très bien. Est-ce que tu te souviens de ton premier poème? C'est-à-dire, si on revient à un Urpoème, comme diraient les Allemands, un Urpoème ou un Urtexte, si tu avais à nous raconter ton premier poème. Est-ce que tu te souviens? Je me souviens de fragments. Je me souviens de mots que je jetais sur le papier très, 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 très tôt. En fait, je crois que j'ai appris à écrire, à calligraphier parce que, d'abord, on me le demandait, mais surtout parce que j'avais envie d'écrire. Mm, Non pas calligraphier, mais j'ai toujours, avant de savoir lire, été fasciné par ces signes bizarres qui étaient sur le papier journal en l'occurrence, et qui fascinaient les grandes personnes. mm, Ils ouvraient le journal, ils parcouraient, ils disaient: ah, c'est encore Eddy Merckx qui a gagné, ah, Georges Pompidou est mort, ah, etc., etc. Et ça, ils le tiraient de ces petites taches d'encre qui étaient sur le papier. J'ai été hypnotisé par ça, mm. et je n'ai pas été à la maternelle, il n'y en avait pas chez nous. Donc au CP, je me suis précipité, vite, 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 il faut que je lise. Puis j'ai compris que ça allait avec l'écriture, c'est-à-dire que ces petites taches d'encre, on avait le droit et le devoir de les reproduire sur le papier. J'étais très heureux. Je me suis dit, ah, et je me souviens très bien, je me suis dit, les lettres que je vais aligner, elles seront lues par d'autres. L'institutrice, et également d'autres. À la limite, je me disais, tout ce que moi et les autres enfants on écrit, ça va être dans le journal. Super, Ça c'est va être... incroyable. Et donc, à partir de là, des petites chansonnettes se sont mises à être générées, et ça a duré jusqu'en quatrième. Tu vois, je me réfère à les années scolaires. Ouais, c'est drôle, hein. Ouais. Et c'est en quatrième et troisième que j'ai compris que certains de ces textes-là, certaines de ces chansonnettes se structuraient, se travaillaient, et que ça pouvait donner de même des l'aube si on avait perdu sa fille,
un hommage au chat ou au hibou, sous la pluie de De Baudelaire, Baudelaire, etc. bien sûr. Et donc, ça s'est fait insensiblement. Alors, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à ta question. Je ne me souviens pas du moment où ces petites traces que je laissais sur le papier, que je jetais au fur et à mesure, sont devenues ce qu'on appelle un ou des poèmes. Ok. Je ne sais pas. Bon, très bien. Donc on n'aura pas de poème originel, mais peu importe. Euh, mon autre question maintenant porte davantage sur ta pratique d'écriture. Donc on va revenir un petit peu au présent, ou en tout cas à la manière dont ça a évolué dans ta là encore, carrière de poète. Est-ce qu'on peut avoir une routine d'écriture quand on est poète? Comment ça fonctionne? Est-ce que... Alors je te dis ça parce que tu sais très bien, parce qu'on se connaît très bien, que j'ai travaillé sur le processus créatif et sur le carnet en particulier. Et en fait, j'ai pu distinguer, alors sans grande originalité, hein, j'ai pu distinguer en fait deux processus créatifs. Le premier est celui de l'illumination, de l'épiphanie, du satori, comme dirait Perros, c'est-à-dire en fait de ce moment où il n'est jamais le moment, je crois que tu as écrit ça à un moment donné, ça n'est jamais le moment d'écrire, mais quand ça arrive, il faut bien l'écrire. Donc c'est-à-dire cette illumination complète où voilà, il y a une urgence d'écriture parce que bah, c'est là et qu'il faut l'écrire maintenant. Premier processus, hein, j'ai envie de dire, ou première façon de faire. La deuxième façon de faire, des auteurs un petit peu plus laborieux, si j'ose dire, ou un peu plus travailleurs, ou un peu plus, tu sais, qui remettent sur le métier. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Plusieurs fois la poésie. Est-ce que toi, tu dois écrire beaucoup pour atterrir, si j'ose dire, au poème voulu, ou est-ce que le poème t'apparaît comme ça, paf, telle une... Alors je dis paf, mais c'est pas bien dit, telle une apparition inspirée, divine, et est-ce que voilà, il se dépose comme ça sur un support quel qu'il soit, feuille, feuillet, carnet de métro, peu importe, ou ticket de métro, ou bout de petites nappes. Voilà, Robert dis-moi Sabatier, comment. Ouais, c'est Robert ça, dis-moi. Sabatier, dans un entretien, a dit qu'il lui arrivait d'écrire sur son carnet de chèques. Ouais, non mais ok. Oui. Alors comment ça se passe pour toi? Comment ta Est-ce que pratique a c'est un évolué? symbole? Comment ta pratique a Euh, évolué sous cet angle? Certains poètes, est-ce que c'est de la provocation ou non, particulièrement dans ce qu'on peut appeler les poètes formalistes des années 70 ou 80, c'est un adjectif qui vaut ce qu'il vaut, disent il y a une discipline, je m'assieds à table et je me dis sur la table de mon bureau et je me dis voilà, aujourd'hui j'écris 14 vers et ce sera un son né, ou j'en écris 20 ou j'en écris 2. C'est Mais quelque ça, chose je t'interromps, mais ça, quelque tu chose qui sais, m'échappe. ouais, ça, je t'interromps, mais tu sais, quand je travaillais sur les carnets, c'était ça, hein, c'est Monterland disait beaucoup dans ses carnets, le nulla dies sine linea, hein, d'accord, c'est-à-dire pas un jour sans qu'une ligne soit écrite. Et c'est évidemment le sous-entendu de ma question, est-ce qu'il faut écrire tous les jours pour finalement devenir écrivain, ou est-ce que ça n'est pas nécessaire? Zola avait même fait graver sur la cheminée de sa maison de Médan cette fameuse phrase Nulla dies sine linea. Oui, mais nous avons affaire à des prosateurs. Même s'il est arrivé à Monterland d'écrire des poèmes qui sont d'ailleurs très intéressants. Ouais, c'est magnifique. Encore naissant bonheur, etc. Je crois que de même que l'on ne choisit pas dans sa vie de commencer à écrire des poèmes, on ne choisit pas d'écrire tel ou tel poème en particulier. Je crois très profondément que c'est le poème qui s'exprime à travers nous. Je crois très profondément qu'il y a quelque chose même qui est pré-verbal, pré-langagier, mais qui demande à venir au jour à travers les mots. Et là, on n'a pas d'autre solution que de livrer un petit peu place à cette éruption.
Et je ne peux parler que pour moi. Ça prend la forme de fragments de verre, Mm. bon, mais pas toujours, de verre isolés. Et là, c'est dans un ascenseur, c'est dans le métro, etc. À une époque, j'avais des blocs-notes, des, non pas des carnets, puis bon, j'en suis venu à écrire sur des petits fragments de papier qu'ensuite je garde ou que je perds. Le hasard, il tient une place énorme. Mm. Et plus tard, lorsque par miracle j'ai une heure de libre, j'en rassemble quelques-uns. Le puzzle fonctionne ou ne fonctionne pas. S'il fonctionne, eh bien je réécris tout et là commence le travail. Voilà. Mais il peut y avoir des exceptions. Un de mes recueils auquel j'ai la faiblesse de tenir, qui s'appelle Psaume des mousses, qui a été publié par les éditions Éclat d'Ange, il y a, je ne sais pas, il y a 20 ans. Je l'écris en 3 heures. C'est 30 poèmes. Je me suis assis à une table, j'étais seul chez moi. Je ne savais pas que j'allais écrire des poèmes, mais je me suis retrouvé avec un bloc-notes qui était à côté de moi en train d'écrire, de tourner la page, etc. Parce que j'ai levé c'était des feuilles séparées, pardon. C'est me remettre le papier en fait. Lorsque j'ai levé la tête, il était midi, bon, comme dirait Beau dans l'Aube, au réveil il était midi. Mm. Je me suis aperçu qu'il y avait un tas de feuilles par terre, je les ai ramassées, étaient dans l'ordre dans lequel je les avais jetées, j'ai arraché ça. Le lendemain, j'ai relu les 30 poèmes. J'ai mis ça dans une enveloppe, j'ai envoyé ça à l'éditrice d'Éclat d'Ange en lui disant c'est à peine si je les avais relus et je n'ai pas changé une virgule. Mm. Jure. Et en lui disant ça ne va pas vous plaire du tout. 24 heures après, elle m'appelle, elle me dit je publie. Alors, je me dis que j'aurais dû mon l'envoyer à Gallimard en leur disant vous allez détester. C'est ça. Mm. Mais je suis très content d'avoir été publié. C'est la seule exception. Mm. C'est la seule exception où il y a eu un raz-de-marée, un flux, une espèce de transe. En général, c'est du travail. Mm. C'est du travail. Donc, je ne sais pas si on peut dire le premier jet, mais les premiers mots sont spontanés, et ensuite ils sont rassemblés et ciselés. Mm. Est-ce que, on en parlait aussi un petit peu hier lors de la mise au point technique, donc je le disais tout à l'heure, tu es né en 1962, tu écris de la poésie, donc qu'on a compris depuis très 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 longtemps. Tu as donc sans doute une masse de textes écrits mais non publiés. Je voulais savoir comment tu gérais tes manuscrits, en fait. Comment tu... Parce que, bah oui, mais parce que c'est un petit peu manuel. Tu le sais, ça te fait rire, mais voilà. Est-ce que tu retravailles des textes anciens ou est-ce que quand la puissance sensible, j'ai envie de dire, de l'idée, c'est tarie, elle est définitivement tarie et comme tu disais tout à l'heure, tu perds ou tu jettes? J'aimerais bien savoir gérer, comme tu dis, mes manuscrits. Ouais, c'est pas le bon terme, peut-être. Chaque recueil est le fruit d'un processus différent. Alors, le cas extrême, c'est Psaume des mousses que j'écris, comme je te disais, en 3 heures. Ouais. L'autre cas extrême, c'est Nulle part, qui a été fait par sédimentation progressive sur des années et des années, et sans savoir que ça aboutirait à un recueil. Et dans sa première édition, il comprend une quarantaine de poèmes, et je l'ai repris il y a peu, et j'ai rajouté plusieurs dizaines de poèmes, mais je ne suis pas satisfait encore de l'ensemble. Et puis bon, entre les deux, il y a toutes les nuances. Il y a des choses que je rassemble sur 6 mois, sur 1 an. Il y a 2 sortes de poèmes, de recueils. Les recueils homo et les recueils hétéro. Homogènes et hétérogènes. Les recueils homogènes ont une unité de forme
les poèmes se ressemblent tous à peu près. Euh, Ce sont des vers libres, ou c'est de la prose, ou ils sont longs, Bref, du début à la fin, ils se ressemblent. Ils traitent à peu près du même, un mot que je déteste, mais je vais l'utiliser, du même thème. Mm. Et puis, il y a des recueils hétérogènes qui rassemblent des poèmes extrêmement différents. Mm. Certains chroniqueurs de revues ont dit que c'est une force, d'autres, les plus nombreux, ont dit que c'était une faiblesse, et que ce n'étaient pas des recueils, mais des festivals de poésie. S'il m'est permis d'en montrer un, Bien sûr. même deux, voilà, ce sont des recueils hétéros. Des recueils La peau de où un l'ours. poème ne ressemble à l'autre. Ok. Ce sont il y a de la prose, il y a des vers, il y a des fragments, il y a des versets, il y a un peu tout. Ça manque totalement d'unité. D'unité. Ce que c'est bien, ce que c'est moins bien, je ne sais pas, mais j'ai éprouvé le besoin de rassembler de choses d'époques très différentes et de styles, si on peut parler de ça, et différents. Et puis il y a les poèmes, les recueils homogènes, le dernier, Saison lente, ça, du tout pour faire de la réclame. Mais Ce bien sont sûr des que exemples. si, faites de la réclame, mais on est là pour ça, c'est une Alors, on va évidence. dire oui. Bien sûr. Non, mais voilà, ça on ne le trouve nulle part, donc je peux le présenter. Il porte bien son nom. On parlera bon peut-être de la fragilité des éditeurs de poésie un jour. Ouais. Mais ce sont, même s'ils ont été écrits sur de longues années, ils se ressemblent tous. Et je ne sais pas ce que je préfère. Je ne sais pas si je préfère rassembler des poèmes disparates ou si je préfère faire quelque chose de cohérent du début à la fin. Et à ce sujet, est-ce que quand tu parles des recueils homogènes et les recueils hétérogènes, est-ce que les recueils hétérogènes sont ceux qui justement participent d'une écriture éclatée d'un point de vue chronologique, c'est-à-dire que tu vas reprendre un texte qui a une dizaine d'années, un autre que tu as écrit hier, etc. Est-ce que ce que tu entends par hétérogène, c'est par leur date d'écriture ? Non, pas nécessairement. Ça peut être par la forme, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être du poème en prose, ça peut être du Oui. verset, etc. Presque tous mes poèmes mes recueils rassemblent des poèmes écrits sur plusieurs années, et ça peut être des recueils, décidément. C'est intéressant ce lapsus, des recueils homogènes. Bon, par exemple, désolé de montrer les couvertures, mais c'est pour parler pour différencier les recueils. Celui-là, les poèmes sont très très semblables et sont d'époques très différentes. Le plus récent, c'est le premier. Le plus ancien, le premier dans le recueil. Le plus ancien a peut-être 30 ou 40 ans. Et bon, il y a réécriture ensuite. Je tiens à préciser que je n'archive pas tout ce que j'écris, loin de là. Si je le faisais, j'aurais des heures complètes bien plus abondantes, heureusement ou malheureusement. Les poèmes qui ont survécu, c'est le fruit du hasard. Après. Donc, je ne suis pas du tout... Je connais énormément d'auteurs qui ont des classeurs, des tiroirs, des répertoires sur leur PC, qui sont... Ils ont raison, probablement, mais ce n'est pas du tout mon cas. Dans les recueils homogènes, je fais en sorte que ce soit presque un seul et même poème, que du premier au dernier vers, tout cela coule comme une rivière, et qu'on puisse lire chaque poème indépendamment des autres, bien sûr, mais que on puisse voir, on doit aussi les lire linéairement. Donc c'est quand même un pardonne-moi, je te coupe, mais c'est quand même un sacré travail de composition quand même. Qu'est-ce qui prend le plus de temps?
Le travail d'écriture ou le travail justement de composition pour proposer ensuite le recueil à une maison d'édition? Ah. De toute façon, je suis désolé de répondre de façon si désordonnée à tes questions très intéressantes, et Kat, mais comme tu as pu voir, j'ai pas une et seule et unique façon Manière de de faire. travailler. Ouais. Loin de là, j'en suis bien désolé, c'est un manque de maturité et de conscience de son écriture flagrant, mais c'est comme ça. Mm. Et je n'assume pas, mais je le constate. Le travail de réécriture et de mise en ordre et de fait d'arriver à un moment où on dit je ne peux plus travailler bien ou mal, il est ce qu'il est, ce recueil, c'est très 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 long, c'est une maturation. Borges disait on publie parce qu'on ne peut pas passer sa vie à corriger des brouillons. C'est ça. Mais une question qui me fascine, à partir de quel moment un texte cesse d'être un brouillon, susceptible d'être travaillé, et devient légitime, être présenté à une revue ou à des éditeurs ou à un site internet. Et j'ai toujours été la terreur de mes éditeurs parce que une fois que le manuscrit était accepté, ce qui peut prendre très longtemps, avec l'exception de Pseudonymous dont je parlais, on m'envoie les épreuves et là je corrige sans arrêt. Et donc, ils sont obligés. On me les envoie pour que je corrige les coquilles. Et en fait, je réécris. Tu réécris. Beaucoup. Et ça peut durer vraiment jusqu'après le moment où l'éditeur me dit c'est fini. Le bon à tirer, c'est ça. C'est terminé, c'est la version finale. Et là, je téléphone à Catastrophe 2 jours après en disant non, j'ai bien réfléchi, la virgule que j'ai retirée la semaine dernière, il faut la rajouter, s'il vous plaît. C'est parti chez l'imprimeur ou c'est téléphoner à l'imprimeur. Il faut rajouter cette virgule absolument. Je tiens beaucoup à la musicalité des textes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné ou qui ne m'est pas donné. Et c'est une question de retour à la ligne, de ponctuation, de majuscules. Très important, les majuscules. Est-ce qu'il faut une majuscule au début de chaque vers? Merde, non, c'est moi qui pose des questions, c'est pas toi. Est-ce qu'il faut une majuscule au début de chaque vers? Non, mais ce qui est assez intéressant dans ce que à mon avis, non. Non, alors je dirais à mon avis non plus. Par contre, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que moi, enfin, tu le sais et vous le savez, alors là j'ai un chat très présent mais très silencieux comme d'habitude parce que je blinde tellement les questions et tellement l'échange que nous sommes presque dans quelque chose de radiophonique et que je pense que les viewers n'osent pas nécessairement poser de questions, donc n'hésitez pas à poser des questions, en plus des miennes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est justement ce moment où tu te dis c'est fini. Et j'ai eu des écrivains qui m'ont dit non, à partir du moment où le manuscrit est fait, où je l'ai envoyé à l'éditeur, je considère que c'est terminé, le texte ne m'appartient plus en quelque sorte. Et j'ai eu des écrivains qui m'ont dit mais non, à partir du moment où je considère que voilà, que j'ai envoyé le texte, que j'ai eu le bon à tirer et que voilà, je laisse les choses partir vers la pragmatique du texte, hein, comme on dit, c'est-à-dire en fait vers le lecteur, et le lecteur s'en emparera à sa manière. Et en fait, je me rends compte que, tu vois, toi, tu es... Alors, je reparlerai tout à l'heure sur la question du contrôle. Le contrôle et de l'interprétation. Mais j'en reparlerai dans la deuxième partie. On est presque à la deuxième partie. Voilà, si ça ne te dérange pas, on repousse un tout petit peu. Alors, Baja dit, ouais, on ne pose pas de questions parce que tu nous coupes l'herbe sous les pieds, tout simplement. Bon, c'est bien, ça veut dire que c'est une causerie qui elle aussi contrôle son contenu. Bon, bref. Moi, j'ai une question que je t'ai jamais posée, pourtant ça fait des années qu'on se connaît, mais on parle de poésie depuis tout à l'heure, tu publies des recueils de poésie, etc. Mais est-ce que tu ne travailles que le genre poétique ?
Et est-ce qu'il n'y a pas quelque part, Alors, quand même, tu sais, moi je suis une fan de trucs qui traînent dans les tiroirs, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque part d'autres genres? Est-ce que tu tiens un journal? Est-ce il que m'est tu t'as... arrivé, Voilà. il m'est arrivé d'écrire une pièce Mm, de théâtre mm, auquel le personnage de Victor Hugo, une mm, journée particulière de sa vie, la, la communion de Léopoldine. mm. Euh, hum, Et ça, c'est où? elle a été, C'est où? Moi, elle a tu sais été qui suis une jouée. dénicheuse de manuscrits. C'est où? C'est publié ça? Ça, on en fait quoi, Non, Pierre, de ça? ça a Non, bon. été joué une et unique fois, à ma grande frustration. Ça a été filmé, enregistré. Je n'ai jamais pu mettre la main sur la vidéo. Je lance Ah, un appel désespéré. Ça mm, s'appelle Un dimanche à Fourqueux. Et mm. si quelqu'un a entendu parler de cette Peut-être. affaire-là, ça a été joué devant de très nombreuses personnes. Et la compagnie théâtrale a pas souhaité renouveler l'expérience, bien que ça se soit très bien passé. Le théâtre me fascine, Mm, les nouvelles me fascinent. mm. Euh, j'ai des textes en prose qui sont assez longs. Alors, est-ce que ce sont des poèmes en prose? Est-ce que ce sont des nouvelles? Ils sont assez peu narratifs, ils sont évocateurs, évocatifs, donc ils sont plutôt des poèmes. Mais j'aimerais pratiquer tous les genres, écrire des romans fleuves, écrire Les hommes de bonne volonté, Mm, car mm. m'amuserait beaucoup, non, me plairait, me fascinerait énormément. Ça ne se fait pas. Je crois que j'ai un peu de mal à croire à ceux qui disent moi, je choisis mon Mm. écriture, moi, je m'appelle Louis Aragon, je vais faire de l'écriture automatique si je veux et quand je veux, des poèmes en alexandrin si je veux ou quand je veux, des romans courts, longs. Est-ce qu'on a toujours le Le choix? choix. Mm. Du mal à croire ça. Mais ça me plairait, mais c'est un regret. Ça, je le confesse. Mais tu nous dis quand même que d'autres textes que des poèmes existent et que tu as écrit, Oui, donc tu n'es pas... Ok, très bien. je ne suis pas La nourri. reconstruction de recueil, j'avais une question là-dessus, mais tu as répondu à ce sujet. Pour faire la transition vers notre deuxième partie de causerie, euh, j'ai envie de te dire et de te demander, est-ce que tu pourrais nous donner 3 moments décisifs dans ta carrière d'écriture, 3 moments qui, mis bout à bout, t'ont permis de te dire je suis poète. Alors 3 c'est Bon, arbitraire, si tu n'en trouves que 2 c'est pas grave, si tu m'en cites 4, voilà, tu as compris. une carrière, d'abord, je ne sais pas trop ce que c'est, Mm. surtout en poésie. Alors dans ta vie Surtout en d'écriture, poésie. c'est mal formulé. Bon, Mm. voilà, j'ai pas choisi d'écrire de la poésie pour devenir riche et célèbre. Si c'est le cas, c'est un peu raté. Mm. Donc, surtout riche. Mm. Célébrité, c'est très surfait. Donc, Balzac disait, moi c'est très clair, j'écris pour être riche. Mm. Stendhal disait, j'écris pour être aimé. Mm. Et l'un et l'autre, à mon avis, Zola disait, j'écris pour rendre compte de mon époque, etc. Mm. Bon, je crois que tous les trois mentaient et se mentaient. Ils écrivaient parce qu'ils avaient besoin, tout simplement, d'écrire. Après, c'est un discours que l'on rajoute. Le naturalisme, c'est un discours que Zola a rajouté. Bon, je suis en train de ne pas répondre à ta Tout question. à fait, mais je peux te la reposer. C'est pas un problème. C'est pas un J'en suis problème. navré. Donc, non, mais je t'en prie, je t'en prie. Ça fait... Non, non, mais c'est pas vrai. C'est pas De grave. toute façon, Donc, d'une façon- alors, je te repose la question, Pierre. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 moments décisifs dans ta... Alors, carrière ne te plaît pas. Au Donc, moins, dans ta vie d'écriture, au moins- dans ta vie de poète. 3 moments qui, mis bout à bout, t'ont permis de te dire « Je suis poète au moins un. ». Hmm. Après le bac, j'ai d'abord été en Cagne, ensuite en fac, donc peu importe, je me suis inscrit à un atelier d'écriture poétique dirigé par un certain Serge P. Ou Pey, comme on voudra, suivant qu'on prononce l'occitan ou pas.
qui depuis est devenu une gloire internationale, qui a été traduit en de multiples langues, qui est publié en poésie Gallimard. Je l'ai connu, il avait 28 ou 30 ans, j'en avais 18. Et on parlait de poésie, nous lisait ses derniers poèmes, on lisait des poètes contemporains, et il nous a demandé, est-ce que vous écrivez? Je disais, je ne comprends pas qu'on puisse lire de la poésie sans être appelé à en écrire, obligé presque d'en écrire. Et bon, je n'ai rien répondu, on était une quinzaine, mais je me suis dit, mais moi, non seulement j'en lis, mais j'en écris depuis des années, et oui, à mesure où c'est inséparable de ma vie, je crois que je suis poète. J'avais 18 ans ou 19 ans, et ça a été vraiment le pilier de Notre-Dame pour Claudel ou la nuit de Gênes pour Valérie, dire une sorte il y a quelque chose d'irrémédiable. Rien ne sera plus comme avant. Et puis là, donc j'ai commencé à rassembler ce que j'ai pu retrouver. Je l'ai porté à Serge P, qui m'a dit il faut absolument que la fac du Mirail de Toulouse le Mirail, on publie ça. Ça a été publié, il y a même une séance de signature organisée par Serge, Dieu me pardonne, à la Cave Poésie de Toulouse. Et voilà, il y a eu ce moment où je me suis dit, où j'ai constaté, je me suis rendu à l'évidence. Je ne suis pas seulement un lecteur de poésie, de toutes les poésies, je ne suis pas uniquement quelqu'un qui accumule les fragments, je suis quelqu'un qui veut que ces fragments-là deviennent des poèmes et que ces poèmes-là deviennent des recueils et que ces recueils soient lus, même anonymement. Alors, j'ai jamais été très attaché à ce que le nom de Pierre Maubé soit en haut de la couverture et qu'on dise « Ah, ce sont les poèmes de M. Maubé, de Pierre, oh là là !» Il faut que les mots voyagent, c'est ça qui compte pour moi, et publier anonymement ou sous pseudonyme ne me dérangerait pas du tout. Ce que je veux, ce qui me rendrait très malheureux, c'est que ces mots ne soient pas lus, quelle que soit la réaction, admiration ou rejet ou ironie, mais un poème ne vit que si... C'est le lecteur qui le fait vivre. Un poème ne vit que dans la réception. Et dans la circulation des mots, comme tu dis, le mouvement en fait. Auditive. Un poème qui est dans un tiroir, pour moi, n'existe pas vraiment. Nous passons donc à la deuxième partie de cette causerie, qui s'appelle « Variations autour d'un même thème ». Donc là, tu vas peut-être me dire que je me trompe, mais bon. On parle en analyse poétique du jeu du poète, pour ne pas confondre ce jeu avec le poète lui-même. Or, dans les recueils que j'ai pu lire, c'est le « tu » que tu utilises et qui prévaut. Donc une fois encore, j'ai pas tout lu, je n'ai pas pu tout lire, mais en tout cas dans les recueils que j'ai lus, c'est le « tu » qui prévaut. Sans reprendre forcément la formule... Excuse-moi, je t'interromps, mais dans Saison lente, le dernier, ça devient même obsessionnel, il apparaît à chaque ligne, voire 2 fois par ligne. C'est-à-dire que le tu pour moi, tu, c'est le participe passé du verbe taire aussi, c'est ce qui est tu. Donc c'est un mot que j'utiliserai de plus en plus. Et de fait, ma question était, sans reprendre forcément la formule pascalienne du moi haïssable, est-ce que le jeu de Pierre Maubé est inconfortable ? Tout le monde connaît la préface des Contemplations de Victor Hugo. Lorsque je parle de moi, je parle de vous, toi. Oui, Ô l'insensé qui croit que je ne suis pas toi. Ce qui m'intéresse, c'est de m'adresser à chacun et que chacun se demande est-ce que ça me concerne
moi, est-ce que ce que je lis là, ce que j'ai sous les yeux ou ce que j'écoute, est-ce que j'aurais pu l'écrire? Est-ce que ça révèle quelque chose à moi de refoulé, etc. Ça peut être une réaction de rejet. Non, absolument pas. Je ne m'y reconnais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de réveiller cette question, cette interrogation, ce doute chez chacun. Il m'arrive de moins en moins, mais il m'arrive d'écrire des textes à la première personne. Tu l'as sans doute lu Étrange. Oui, j'ai lu Et Étrange. là, c'est du jeu, du début à la fin. Je ne pouvais pas écrire en tu, c'était pas possible. Mais ce ne sont pas des poèmes autobiographiques au sens premier du terme. Ce ne sont pas un journal intime, et encore moins des chroniques de santé, etc. Un jour, un directeur de revue, à propos de, je crois que c'était Psaume des Mousses, a écrit une phrase totalement idiote, avec tout le respect que j'ai pour lui. Affection, parce que c'était quelqu'un de très gentil, très sympathique. Il a écrit « Pierre Mouguet a des ennuis de santé, nous en avons tous ». Alors, c'est un recueil qui aborde les problèmes du corps, les problèmes organiques, et ça n'avait rien à voir avec le chronique médical, et ce qui m'était arrivé, et le nombre de perfusions. Ça n'avait rien à voir. Ça se nourrissait de l'expérience que je pouvais avoir, mais ça ne la retraçait pas, ça ne la retransmettait pas. Et ce que je voulais, c'était que chaque lecteur ou auditeur se demande, est-ce que j'ai la même sorte de relation avec mon corps? Sachant que la particularité sur les pronoms, sur l'usage du je et l'usage du tu, c'est que le je permet l'identification quand le tu permet l'adresse. Enfin, je suis désolée, c'est vraiment des questions. Voilà, mais tu vois, bien sûr. J'ai presque le sentiment inverse. Je suis ennuyé de me trouver en désaccord avec toi. Non, ça me fait plaisir. Il me semble, et même de me sentir en désaccord, c'est quelque chose de presque instinctif. Il me semble que le je maintient le lecteur en distance. Lorsque le lecteur dit « j'ai peur », il se dit « non ». Moi, en tant que lecteur, j'ai tendance à dire le lecteur, non. L'auteur dit qu'il a peur. Ah bon, c'est son problème. Si je le tue, si l'auteur, qu'il soit poète ou non, écrit « tu as peur », alors là, en tant que lecteur, je me sens vidé. La modification de Michel Butor, écrite à la deuxième personne du pluriel, vous montez dans le train, vous voyagez, vous arrivez à Rome, etc. C'est un roman que je trouve profondément troublant. C'est-à-dire, est-ce que c'est moi le lecteur qui monte dans le train? Alors j'ai un livre à te faire lire de Daniel Seixas Oliveira, qui est un de mes anciens étudiants à l'université de Grenoble et qui, il y a peu, a publié sa thèse justement sur le morphème tu, c'est-à-dire sur les narrations à tu dans la littérature française du XXe siècle. Bon, alors nous ne sommes pas d'accord, donc on va passer à la question suivante. Tu as montré tout à l'heure Saison lente, qui est donc ton dernier recueil, et qui est postfacé par Michel Fink, professeur de littérature comparée à l'université de Strasbourg, qui est poète elle-même, et qui insiste dans cette postface sur le rôle de ce qu'elle appelle les vocables. Elle propose donc une analyse lexicographique, comme on dit, très poussée de ton recueil, en s'appuyant sur ton usage des mots et sur la manière dont cet usage évolue au cours donc des sections. Moi j'ai une question, ce qui m'a gênée dans cette postface, c'est justement ce focus, alors le terme est, voilà, où cette sorte de lecture un peu myope, j'ai envie de dire, de la manière dont tu utilises les mots.
Je pense que le même travail devrait être fait à travers notamment l'usage des figures de style. C'est peut-être une conception très scolaire, une fois encore, de la poésie. Donc là, tu me diras si tu es d'accord ou pas d'accord avec moi. Mais comment tu disais tout à l'heure que la poésie est travail d'orfèvre. Comment tu travailles et tu penses le style? Est-ce qu'il y a des figures de style privilégiées? Est-ce qu'il y a des figures de style repoussoir? Comment ça se passe? Je ne choisis absolument pas Mhm. mes figures de style, mais on m'a très souvent fait remarquer que j'use, voire j'abuse de la De répétition. l'anaphore. Mhm. Euh, Mhm. L'anaphore, Mhm. exactement. Mhm. Ça, c'est un mot, oh là là, que j'ai dit une demi-douzaine, voire une dizaine de fois. Je dois en faire des statistiques dans les notes de lecture qu'on a bien voulu écrire sur mes recueils. Mhm. Ah, Pierre Maubé manie l'anaphore. Euh, oui, c'est tout à fait réussi ou non, ça fait un effet, c'est très lassant, avec toutes les nuances intermédiaires. Mhm. J'aime beaucoup mais ce n'est pas vraiment un choix, c'est un goût. J'aime beaucoup les scansions, les Mhm. leitmotifs. Euh, Beaucoup trouvent Peggy très agaçant parce voilà, on en a fait, Paul Rogo et Charles Muller en ont fait euh, un pastiche très amusant. Il reprend sans arrêt les mêmes mots. Moi, ça me fascine. Je trouve ça très beau. Mais ce qui est intéressant, c'est non pas de répéter, c'est de moduler. Mhm. C'est de prendre les mêmes mots au début ou à la fin de chaque vers, mais les associer à d'autres mots qui les infléchissent. Voilà, c'est la seule figure de style que je trouve à te donner. Ok. Voilà, j'espère que tu n'es pas trop déçu. Non, point du tout. Mais je passe quand même à la question suivante. Le chat est toujours très. Nous sommes plus d'une dizaine pourtant ce soir, mais tout le monde est très discret. Alors mais je t'avais prévenu hier, hein, je t'avais dit qu'en général, voilà, mon- mes viewers sont très silencieux lors des causeries, donc j'ai l'habitude. Dans cette même postface, les termes employés pour définir ta posture poétique par Michel Fink sont précarité. Alors je trouve voilà, anthologie, avec vraiment l'idée de hantise, et ça je trouve ça très fort là pour le coup, anthologie, poésie de la négativité, crise du sujet lyrique, errance, mise en crise du corps ou mise en crise de la parole. Et elle dit que la poésie est exclusivement tension entre force de vie et force de mort, qui est la cellule, dit-elle, séminale de l'écriture. Alors, est-ce que tu es plutôt du côté de la force de vie ou du côté de la force de mort? Je suis du côté, si j'ose dire, j'habite ou gère dans la tension entre les deux. Mm. C'est Baudelaire qui parle de la postulation simultanée, tu me corrigeras si je me trompe, vers Dieu ou vers Satan, vers l'extase de la vie et l'horreur de la vie. Il le répète dans ses textes critiques, dans sa correspondance à ses amis, à Poulet-Malassis, etc. Je comprends tout à fait, je vis tout à fait ce qu'il exprime par là. Je crois que ce n'est même pas un dialogue, ce n'est même pas une dialectique, ce n'est même pas une opposition, c'est une complémentarité. Non, le mot n'est pas bon parce que ça suggère une harmonie. C'est une lutte entre tout simplement le fait de dire oui à la vie, de s'y livrer avec ivresse, et le fait de dire non et de se mettre en retrait et d'éprouver une immense distance entre soi et ce monde Et le extérieur, monde. d'éprouver une contradiction, une opposition entre le monde intérieur, le microcosme, et le monde extérieur, le macrocosme. Les deux coexistent en ce qui nous concerne. Tu écris que la poésie ne console de rien. Alors pourquoi continuer à écrire?
Parce qu'elle n'est pas là pour consoler, puis on n'est pas là pour être consolé. Alors, j'ai horreur de la poésie définie, évoquée comme quelques rames de finesse, une, une pause de repos dans un monde violent, une, quelque chose qui anesthésie, un bouquet de fleurs, un parfum. Non, les, la poésie, c'est intolérable. La poésie, c'est quelque chose de violent. La poésie, c'est quelque chose qui met mal à l'aise. Un poème n'est pas... Il n'y a pas de rencontre poétique entre le lecteur et le texte s'il n'a pas été dérangé par ce texte-là. Si le poème le rassure, le console, le berce, la rencontre, à mon avis, n'a pas eu lieu. Un poème, c'est l'inverse, au sens, d'une berceuse. Ce n'est pas joli. C'est cruel, c'est violent, c'est beau, en l'occurrence. Ça peut être ressenti comme beau, mais en tout cas, ce n'est pas joli, ce n'est pas mignon, un poème. C'est tout sauf ça. Et ça ne le console pas. Donc, Non, mais tes poésies, alors tu vois, je me disais qu'en fait, j'avais pas lu et je t'avais pas demandé de lire quelque chose. Alors voilà, on est 10 ce soir, donc je peux me permettre de lire quelque chose. mais bien sûr. Le temps a mélangé les bêtes et les anges, les fauvettes et les corbeaux, et les vautours et les chardonnerets. Regarde, te disait ton père, elles sont revenues. Il te montrait le nid des hirondelles sous la grande poutre de la grange. Une petite tête noire en émergeait avec un pépiment très doux. Puis, un éclair noir, l'oiseau allait chercher de quoi renforcer le nid. Venaient les œufs, les oisillons, leurs premiers envols. Puis l'automne, les fils du téléphone chargés d'hirondelles en partance. Puis l'hiver. Aujourd'hui, quand tu reviens dans cette maison, dans la cour, dans la grange, où la poussière danse avec les souvenirs, il n'y a rien, plus rien. Le nid est vide et ton père est mort. C'est le premier que j'ai choisi, c'est le premier que j'ai choisi par hasard, tu vois. Il y a, quand on te lit, il y a une violence, c'est pour ça que je te posais la question des figures de style, peut-être que c'était pas le bon terme, peut-être que j'aurais simplement dû dire des images. Mais en fait, on se laisse assez rapidement happer, j'ai envie de dire, par tes textes, sachant que très vite, il y a... J'essaye de trouver le bon terme, la violence d'une lame. Enfin, tu vois, je les trouve très incisifs. Tu vois, quand tu parles de violence, maintenant, je les trouve quand même très inconfortables, tes poèmes, tu vois. C'est-à-dire... oui, tout à fait. Mais je trouve ça assez intéressant qu'on en parle parce que, évidemment, là, on parle de tes textes, sachant que j'ai des viewers qui, ne les ont pas forcément lus, etc. Mais chacun de tes textes... semble ménager un confort parce qu'il parle, tu vois, comme je disais tout à l'heure, d'une maison ancienne ou d'une nostalgie ou d'un amour qui a vécu, tu vois, et qui n'est plus. Mais à chaque fois, l'image, il y a quelque chose qui est de l'ordre, enfin d'un coup près. Voilà, je sais pas comment formuler. Je l'ai pas noté. Là, je suis dans l'improvisation. C'est la raison pour laquelle je ne trouve pas mes mots. Mais c'est une poésie, je parlais d'impermanence ou d'intranquillité tout à l'heure, mais inconfortable aussi, tu vois. Il y a Baja qui dit « c'est une illumination pour moi, ce côté nécessairement dérangeant de la poésie », tout à fait. Tout à fait. Nous passons à la troisième et dernière partie de cet échange que j'ai appelé un tout petit monde. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, qu'on a échangé sur la manière dont tu écris, sur ce que tu écris, et ton état d'esprit, j'ai envie de dire. J'ai appelé ça un tout petit monde parce que le monde poétique, aujourd'hui, n'est pas du tout mis en avant. Je fais très très peu de streams littéraires génériques, j'ai envie de dire. Là, j'aurais pu tout à fait tabler sur la rentrée littéraire, sur le dernier Mauvigné, sur les derniers prix X ou Y. Bon.
Et en fait, je me rends compte à quel point la culture littéraire aujourd'hui, ou le monde littéraire, laisse de côté, je ne sais pas si c'est la bonne formulation, mais en tout cas oublie, euh, ou laisse la poésie dans un espace de niche. Et ma question aujourd'hui, c'est si tu avais à écrire une lettre à un jeune poète, à la manière de Rilke. Je sais que tu m'en voudras, on en parlera après, mais si tu avais à écrire une lettre à un jeune poète à la manière de Rilke, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Qu'est-ce qu'on fait d'un néo-poète au XXe siècle? Qu'est-ce qu'on lui dit? Je trouve que j'ai écrit une lettre, non pas à un jeune poète, mais au poète d'aujourd'hui. Elle a été lue. Hmm. Ah, je savais pas ça. Comment veux-tu? Bon, alors dis-nous tout. Elle a été lue, bon, à Hmm. France Culture, au Finolo, bon, peu importe. Et ça a commencé par Cher poète, vous me fatiguez. Et je mettais en contraste le fait de la force, non, de l'élan et de l'ambition énorme qu'il faut pour écrire un ou plusieurs poèmes, et la mesquinerie, le grouillement d'araignées au fond d'une bouteille, comme disait Balzac, du monde poétique actuel. Hmm. C'est, Dieu sait que si je suis passionné de la poésie d'aujourd'hui, si je suis fasciné par les poètes d'aujourd'hui, mais je suis lassé, écœuré par ces enjeux de pouvoir minuscules. Il y a un foisonnement de poètes actuels, il y en a des centaines et peut-être des milliers, y compris en francophonie, Haïti, le Québec, etc. Euh, et il y a plusieurs dizaines de revues, beaucoup de qualité, mais qui ont quelques dizaines d'abonnés chacune. Il y a peu d'éditeurs. Hmm. Tout ça pour dire que éditorialement, il y a très peu de place et tout le monde se bat, tout le monde se précipite sur une revue pour savoir s'il est au sommaire ou si son dernier recueil a été publié. Il y a des lieux qui sont fascinants, ce sont les marchés de la poésie, celui de Juin, place Saint-Sulpice à Paris, celui de fin juillet, Voix vive à Sète. Et alors, il y a des dizaines et des dizaines de poètes qui se regardent, qui se jaugent. Pourquoi lui, il a été traduit et pas moi? Quelle horreur. Pourquoi lui, il est dans telle anthologie et pas moi, etc. Et Donc la poésie ne s'affranchit pas de l'ego, en fait, hein. non, bien au contraire. Hmm. La poésie, la pratique éditoriale, il faudrait un Bourdieu pour analyser ça. C'est un champ où il y a énormément de rapports, de force, de géopolitique, et tout ça, c'est très petit. Hmm. C'est très, très, très petit. Les poètes se connaissent tous, connaissent tous les directeurs de poésie, connaissent tous les éditeurs, et tout ça, ça fait quelques centaines de gens, bon, certes, qui se lisent, il y a encore, mais en tout cas, qui se battent, qui rivalisent. On ne vient pas me dire le contraire, et tout ça, mes cœurs. Un petit peu. Alors, est-ce que je suis vêtu de probité candide et de lin blanc? En dehors de ce microcosme-là, n'en sais rien, peut-être à moitié dedans, à moitié dehors. En tout cas, ce microcosme qui ne me plaît pas. Et pour parler de ces fameux marchés de la poésie, j'ai cessé d'y aller pendant 10 ans. J'étais en manque, parce que j'en dis du mal, mais je les adore, les poètes. J'étais en manque, même en même temps, je n'en pouvais plus. Franchement. Et voilà. Il y a cette dimension-là, en plus ou moins forte proportion,
chez les uns ou chez les autres. Chez certains, c'est presque entièrement absent, et d'autres s'occupent presque tout. C'est très variable, mais c'est irrespirable. C'est un tout petit monde qui est irrespirable. C'est terrible ce que tu nous dis. Moi, C'est terrible parce moi, qu'on y a presque cru depuis 8h30 tout à l'heure. Tu nous donnes envie d'écrire, tu nous donnes envie de lire, tu nous donnes envie de nous renseigner sur ce petit monde. Et bon, ma question suivante était à quoi ressemble le petit monde de la poésie aujourd'hui. Donc tu as répondu, mais j'ai le souvenir qu'hier, quand on a échangé tous les deux, tu m'as dit « Ah, il fallait bien un problème technique. » Il fallait bien un problème technique. Je n'ai plus Pierre, je n'ai plus d'image, je n'ai plus de son, je n'ai plus d'image. C'est tellement ah dommage. oui, Tu m'entends? Moi, je t'entends. je t'entends très bien, je Ok. te vois très bien. Eh bien, moi, je ne te Que vois se plus, mais passe-t-il? je ne te vois plus du tout. Que se passe-t-il avec ta caméra? Tu as fait des vacances. J'éteins, je rallume. Ah, Ah si, c'est bon. Tac, tu me regarde. Eh vois ben voilà, à tout ma est bien. Il n'y a pas de honte. souci. C'était un petit. Il fallait forcément que cette discussion ait un petit problème technique, mais tout est revenu dans l'ordre. Oui, je disais tout à l'heure à quoi. L'intention poétique a fait sauter les fusibles. C'est ça. À quoi ressemble le petit monde de la poésie aujourd'hui? Tu as répondu, mais il me semble hier, quand nous échangions, que tu me disais il faut absolument que je parle des revues. Tu vois, pour moi, le monde de la poésie aujourd'hui, comme tu disais, ce sont des salons, tu veux parler du marché de la poésie. Je trouve même que le terme marché est tout à fait inapproprié, mais peut-être que là encore, j'ai des scrupules terminologiques. Donc dans ma question, il y avait les salons, des revues, comment on fait si aujourd'hui on veut se renseigner sur la poésie contemporaine? Quel est le mode opératoire que tu nous recommandes? Elle est justement dans ces fameux Marché. marchés. Alors, ne pas y aller avec un manuscrit sous le bras en le posant sur la table d'un éditeur en disant lisez-moi ça. C'est très bien. Non, d'être curieux, d'être gourmand, d'être avide et de s'intéresser. Les autres écrivent et publient, il faut lire. Alors tout le monde ne peut pas se déplacer à Paris, à Sète, à Bordeaux, etc. Il existe des sites de poésie qui sont très bien faits, qui sont très différents les uns des autres. Le plus actif est Poésie Bao. Il y a aussi il y a Terre à Ciel, il y a Citobi, ils sont très faciles à retrouver. Il faut aller sur plusieurs de ces sites-là. Il y a Recours au poème et voyager. Le hasard joue son rôle. Et des maisons Et ensuite, d'édition. Tu nous parles de sites internet. Est-ce qu'il y a des maisons d'édition à suivre particulièrement? il y en a J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de petites. Hein, je me trompe ou pas? J'ai l'impression qu'il y a un manque d'unité sous cet angle-là. Peut-être que je me trompe. Hein. Alors après, il y en peut-être. a Ouais. l'unité éditoriale, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, elles existent à foison. Le problème, c'est qu'elles sont la plupart sont fragiles. Elles tiennent 5, 6, 8, 10 ans, c'est très beau. Déjà, en général, la première année, elle publie énormément de recueils. Après, ça se calme un peu, et puis les 2 dernières années, elles arrivent très péniblement à en publier 2. Mais bon, il y en a quelques-unes qui ont pour elles la longévité et l'exigence. Je pense à Arfuyen, je pense à Une, au pluriel, je pense à Corlevour, à Shane, à Lanskin, à La Rumeur Libre. Bon, tous les éditeurs que je ne cite pas vont me crucifier. À L'Herbe qui tremble, qui fait du très très bon travail, à mon avis. Je peux en citer beaucoup plus. Les deux qui ont le plus de surface, entre guillemets, ou les trois, qu'on est à peu près sûr de trouver en librairie, c'est Flammarion, la collection Poésie de Flammarion, qui est animée par Yves Dimano. C'est Le Castor Astral, qui existe depuis
Lurette, Longtemps. qui est animé par Jaïb Roseau, c'est ça. Et Bruno Doucet, qui, comme son nom l'indique, est animé par Bruno Doucet depuis 2010 et 2011. Et ce sont 3 maisons qui font vraiment de l'excellent travail, qui ont des poètes très différents chez eux, mais du coup qui reçoivent tous les manuscrits de tous ceux qui écrivent en France, qui sont submergés. Et donc, c'est pas forcément là qu'il faut envoyer Son son manuscrit. manuscrit. Il y a une maison d'édition qui est historique, qui remonte à 40, à 44, à 45, c'est Segers. Mais bon, Segers, maintenant, il réédite les auteurs surréalistes qui sont étudiés au baccalauréat, Éluard, Prévert, etc., Aragon. Donc, je ne pense pas que Segers édite beaucoup de recueils de poètes contemporains. Gallimard en publie très peu. Il publie Zéno Bianu, Richard Rognier, mais là non plus, il ne faut pas. Mais vous voyez, jeune poète va sur les sites de poésie, essaie d'aller ne serait-ce qu'un jour sur un marché de poésie, et tu verras, tu découvriras des tas de revues, des tas d'éditeurs. Abonne-toi aux revues, achète les recueils des éditeurs, lis-les, écris-leur pour dire que tu es d'accord, que tu n'es pas d'accord, etc. Et au bout d'un certain temps de voyage et d'exploration, envoie tes poèmes. Ne les envoie pas, jeune poète, aux éditeurs, envoie-les aux revues. Envoie-les aux revues. D'abord parce que tu as plus de chances d'être accepté, bien sûr, parce que tu auras des réactions. Les éditeurs ne peuvent pas répondre aux envois de manuscrits, c'est pas possible. Les revuistes, s'ils ont apprécié tel ou tel poème, ont tendance, je m'engage un peu là, ils vont vouloir faire. Je vais m'en vouloir. Mais le contact est plus facile. Et surtout, une revue publie 8, 10, 15, 20 poètes en même temps. C'est l'occasion de découvrir ces autres poètes, éventuellement de dialoguer avec des revues. Une revue, c'est un carrefour. C'est un carrefour où on croise beaucoup de monde. Et c'est également un moyen de mûrir son recueil, c'est-à-dire avoir lu, vu 10 de ses poèmes publiés, 3 dans une revue, 3 dans une autre, 3, etc. Ça permet de réfléchir, de se demander s'il y a une cohérence, s'ils doivent être rassemblés ou pas. Il faut publier en revue, c'est indispensable. Il faut aussi lire les revues et donc s'y abonner. Ne les laissez pas mourir de faim. C'est important. Merci Pierre. Alors, nous arrivons à la fin de la causerie. Ainsi, je vais demander aux 10 personnes présentes dans le chat si elles ont des questions pour Pierre Maubé. Vous avez été, comme d'habitude, d'une sagesse folle. Vous êtes tous au fond de la classe, à côté du radiateur, et vous n'osez pas poser des questions. Pierre, en parallèle, bon, je vais pas te déclarer mon amour ici parce qu'il y a trop de gens, mais tu sais très bien à quel point cet échange compte pour moi. Est-ce qu'il y a une question peut-être que je ne t'ai projette exactement? On écoute attentivement. Ok, bon, très bien. Donc nous avons des viewers attentifs. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Tu vois, dans tout ce que j'ai construit là depuis qu'on échange depuis quelques mois sur cette causerie, est-ce qu'il y a une question que j'ai ratée? Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié et que tu voudrais peut-être ajouter? Quelques conseils de lecture, quelques poètes dont le nom me vient à l'esprit, et puis une fois que l'émission sera terminée, je me dirai je n'ai pas parlé de tel ou de tel ou de tel, c'est une honte. Et par ailleurs, je prie par avance les poètes que je ne citerai pas, vous êtes très nombreux, de ne pas m'en vouloir. Je vous aime. Vraiment. Je recommande de lire Pierre Desnaux. C'est un poète qui vit à Dunkerque, donc peu importe, qui est très âgé. C'est très étonnant qu'il ne soit pas publié dans la collection de poésie Gallimard. Là, s'appelle son directeur, qui est quelqu'un
très sympathique, Jean-Pierre Siméon, mais il faut publier Pierre Desnos. Je cite Claudine Bowie, je cite Jean-Yves Masson, je cite Valérie Rousseau, Zéno Bianu dont j'ai parlé, Mm. je crois, Jean-Christophe Bellevaux, Valérie Rousseau, Michel Fink, si je puis me permettre. Parmi les poètes récemment disparus, j'ai parlé de Thierry Metz, Antoine Emaz, Béatrice Douvre, mais particulièrement chère, André Chédid. C'est celle qui est le plus connue parce que son fils et son petit-fils, Louis Chédid et Mathieu Chédid, sont assez connus et puis ne ratent pas une occasion de parler de leur grand-mère et maman, et ils ont bien raison. Donc, lisez ces gens-là, Werner Lambercy, j'espère que je ne vais pas trop vite, Estelle Fenzi, enfin, ça se bouscule, c'est une avalanche, mais c'est des gens, j'aurais dû venir avec leur recueil et les montrer. Et les afficher. Ouais. J'en ai sous la main, oui, j'ai pas fait exprès, j'ai Zéno Bianu, voilà, celui-là est magnifique, le nez vert, funambule, lisez-moi ça. Bon. J'ai Estelle Fenzi, alors ça parlera à l'enseignante que tu es. Que je suis. C'est la transposition poétique d'une année scolaire et de toutes les questions, de tous les doutes et de tous les enthousiasmes. Aussi d'une enseignante face à ses élèves. Et ce n'est pas... Ah, c'est sous-titré carnet de collège. Je ne le connaissais pas celui-là. Je n'ai pas fait exprès, c'est un mot qui t'est cher. Alors, est-ce que c'est venu d'un carnet ou pas? Il faudra que tu Je lui demanderai. Oui, tout à fait. Ben là, tu me donnes plein de noms de gens que je peux inviter à mes causeries. Donc, moi, j'adore. Non, mais oui, c'est bien. Bon, ben merci, Pierre. Alors, du coup, le chat, avez-vous des questions avant que nous laissions Pierre à sa vie poétique et à sa vie solitaire? Non, pas du tout. Bon, j'attends encore un petit peu pour savoir. En tous les cas, en entendant peut-être la dernière question qui va être posée. Pierre, merci beaucoup pour cet échange qui est... comment te dire? Bon, tu le sais, qui me tenait beaucoup à cœur et qui me permet aussi de faire rencontrer par l'intermédiaire de Twitch quelqu'un qui, je pense, et qui est toi, bien entendu, a une culture rare. On se sent souvent tout petit, tu cites de manière, j'ai envie de dire, tellement naturelle, tu vois, ces auteurs qui font partie, comme je disais tout au début de la causerie, de cette bibliothèque mentale et qui t'habitent et qui t'agitent et qui t'inspirent et qui te font et qui te forment et qui inspirent et infléchissent ta poésie et ton être même, et ça c'est pour moi, voilà, de mettre en avant des gens comme toi, c'est quelque chose ou d'échanger avec des gens comme toi et de te faire connaître, c'est quelque chose pour moi de merveilleux. Je te remercie, Pierre, nous n'avons pas de questions supplémentaires. Merci à toi, Kat, et merci à vous, chers auditeurs, de votre écoute et votre présence, tout simplement. Merci beaucoup. Merci, Pierre. À très bientôt. Je déconnecte et on en rediscute demain. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.